d'eau dans les parois. En 4 parties, posons le sujet, prenons la loupe pour voir ce qui se passe, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans les parois, et puis en guise de conclusion. Pour poser le sujet, alors vous allez dire, on nous rabâche ça, mais je pense que, même moi qui le rabâche, on ne réalise pas vraiment quels vont être les défis de demain. Je prends souvent, j'ai d'expérience, ça fait 20 ans que je bosse dans le bâtiment, j'ai bossé 10 ans comme artisan, je dirais comme homme de chantier, et je sais le stress qu'il y avait des fois quand on est loin de l'atelier et qu'on a à finir quelque chose et qu'on a une boîte de vis, on arrive au bout et on n'a pas fini notre journée, on n'a pas fini notre truc. Là, on réalise l'importance de la matière première. On se dit merde, des rails placo, j'en ai plus que 25, j'ai pas fini, est-ce que je vais en avoir là? Donc là, on donnerait beaucoup pour en avoir 2-3 de plus, parce qu'on sait qu'on va pas arriver à finir, il faudra revenir le lendemain. Et je pense que, en tout cas, c'est une image qui me revient des fois par rapport à ça. On sait que, entre autres, le pétrole, il y en a pour 40 ans. Et notre vie, toute notre vie est organisée sur un pétrole pas cher, abondant, tout ça. Donc la vie de demain va être ouvertement différente de la vie d'aujourd'hui et la vie d'après-demain encore différente. Et nous, dans le bâtiment, qu'est-ce qu'on a à faire? Eh bien, quelque part, il faut qu'on arrive à produire le confort auquel nous aspirons tous, parce qu'on n'a pas spécialement envie de se retrouver dans des maisons mal chauffées d'il y a 50 ou 100 ans. On a pris goût au confort et les gens qui accèdent aux richesses ont envie d'avoir accès au même confort. Donc il faut qu'on arrive à produire le même confort par des moyens drastiquement plus performants d'un point de vue environnemental par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui ne tient pas la route par rapport au bilan environnemental, au coût environnemental que ça génère. Donc il faudra être bien meilleur demain qu'on est aujourd'hui. Et par rapport aux bâtiments, dans nos zones tempérées, la principale piste pour arriver, c'est d'isoler plus et d'isoler mieux. Et finalement, isoler plus et isoler mieux, ça va peut-être changer quelques données par rapport à cette problématique d'humidité. Est-ce que les risques sont augmentés lorsqu'il y a surisolation ? Est-ce que les risques sont augmentés quand il y a une meilleure étanchéité à l'air de la membrane qui protège l'isolant? Et on verra que dans certains cas, oui. Donc, isoler plus, c'est une obligation. Isoler mieux, c'est une obligation. Comprendre comment les problématiques d'humidité se passent pour faire les bons choix, c'est une obligation également. Donc, humidité et transfert de la vapeur d'eau dans les parois. Donc, on pose le sujet, toujours. Dommage, on sait que l'humidité peut générer des dommages, qu'ils soient mécaniques, chimiques ou bactériologiques, que ce soit sur les parois, sur le parement intérieur, sur le parement extérieur ou à l'intérieur du mur. Et ça a des incidences directes possibles sur la qualité de l'air intérieur, sur la performance thermique du bâti, en été, mais surtout en hiver, sur la durabilité des performances et sur la pérennité du bâti. Donc on voit que ce sujet, qui est un nouveau sujet en France, hein, il y a quelques années, on en parlait très peu, on dit, bon, mais un par vapeur et basta, il n'y a pas de souci là derrière. Eh bien, avec une étanchéité à l'air plus maîtrisée, et surtout avec la surisolation, je dirais, bon, faut le maîtriser plus et enfin bien le maîtriser. Alors, là, on va regarder quelles sont les sources d'humidité dans une paroi, sachant qu'on va faire le point sur la 5e. Donc, les 4 premières, on les gère là rapidement, quelques minutes, pour pouvoir regarder à la loupe ce qui se passe par rapport aux autres. Premièrement, la pluie. Donc, quelque part, la pluie, on sait gérer par des parements étanches à l'eau et au niveau du sol par une distance minimum entre le sol et les parements sensibles à des rejaillissements d'eau, etc. Donc ça, a priori, c'est pas un problème nouveau, sachant qu'en isolation par l'extérieur, c'est quand même, je dirais, on sait que la qualité du parement est importante parce que l'isolant est plus sensible qu'un parpaing, qu'une brique ou qu'un béton banché. Donc là-dessus, il y aura quand même des petites nouveautés
principalement avec des isolants qui sont sensibles à l'eau. Donc, entre autres, les isolants végétaux. Les isolants puits de carbone, c'est, pour moi, une des pistes d'avenir pour le bâtiment de demain, puisqu'il faut être bon au niveau de notre bilan CO2, et les isolants puits de carbone, il y en a des dizaines et des dizaines, la ouate de cellulose, la fibre de bois, la paille, le chanvre, la laine de mouton, etc., etc. Ils sont intéressants par leur bilan carbone, mais ils ont une fragilité, une sensibilité particulière, parce que, sauf le liège, dans cette grande famille, ils sont putrescibles. Donc là, même sur ce premier sujet qui est à peu près maîtrisé en France, la protection aux eaux de pluie, il y a une problématique, un souci particulier à avoir avec ces nouveaux isolants. La deuxième chose, c'est les remontées capillaires. Alors les remontées capillaires, on les gère relativement bien dans le patrimoine qui a moins de 50 ans, parce qu'il y a des coupures de capillarité en bas de mur, mais sur le patrimoine ancien, on sait que ça pose problème. Un bâtiment pisé, je dirais, les premiers centimètres ne sont pas gérés comme le reste, et on fait pour limiter un peu les remontées capillaires, mais il n'y a pas de coupure franche de remontée de capillarité. Donc c'est un sujet, quand on va surisoler côté intérieur ou surisoler côté extérieur, avec des membranes, des freins vapeur, des pare-vapeur, on verra exactement ce qu'est l'un, ce qu'est l'autre, mais quand on va trop fermer, est-ce qu'il n'y a pas un souci par rapport à ça? Et finalement, ça, on va se poser des questions, on va y revenir tout à l'heure. Un troisième sujet, c'est les fuites d'air et les points froids. Les fuites d'air et les points froids, alors les fuites d'air, on les résout en grande partie par la fameuse étanchéité à l'air dont vous avez déjà parlé et qui a été présentée ici par les industriels qui présentent leurs produits. Donc en faisant une étanchéité à l'air correcte, les fuites d'air, on les limite énormément. Et les points froids, on les limite énormément en gérant les ponts thermiques. Même si on ne peut pas gérer complètement un pont thermique, commencer à le corriger, on a quand même des risques beaucoup moins importants quant aux moisissures de surface sur les points froids. Donc on peut dire que fuite d'air et points froids, le progrès actuel va quasiment résoudre ces sujets-là. Il y a l'eau contenue dans les matériaux. Donc en France, c'est marrant, à l'étranger, on voit des études vraiment insistant là-dessus. En France, on en parle très peu. Comme s'il n'y avait pas des tonnes d'eau dans un bâtiment béton, comme si le bois en œuvre le bois mis en œuvre était à son humidité d'équilibre. Donc il faut savoir qu'on enferme, quand on fait un chantier, on enferme quelques centaines, voire quelques tonnes d'eau dans un bâtiment, et finalement il faut avoir ce souci-là. Simplement pour l'anecdote, essuyer les plâtres. Donc c'est une expression qui signifiait simplement que la première année, après un chantier, les gens qui avaient les moyens n'habitaient pas leur maison. Ils laissaient leur maison en location pas chère à des personnes qui étaient tout contentes de pouvoir se payer un bâtiment, un logement très confortable par rapport aux moyens qu'ils avaient, sauf qu'ils étaient dans un bâtiment estimé pas vraiment